Donc, je vous propose peut-être de commencer, comme je l'ai dit, il est 14h02. Donc, c'est un webinaire donc, qui est organisé par le réseau French Automotive and Mobility Network que je représente ici à Bruxelles. C'est un webinaire, donc, comme c'est indiqué sur la slide, qui abordera le Work Programme 2025 de la CHIPS JU. C'est un webinaire, comme je l'ai dit, qui se déroulera en français, qui vient s'inscrire en complément, je dirais, du ICS Brokerage Event qui s'est tenu cette semaine à Bruxelles, qui était l'événement principal d'information à destination de l'ensemble de la communauté européenne sur ce Work Programme 2025. Work Programme qui est composé de deux parties. Une partie qui s'appelle ICS, qui est peut-être la partie la plus accessible, les calls les plus ouverts et les plus appropriés pour les acteurs de la communauté recherche et innovation automobile et mobilité. Mais il y a également une deuxième partie et Caroline fera la distinction dans sa présentation qu'elle développera au cours de ce webinaire. Je fais simplement une petite introduction de ce qu'est le réseau French Automotive and Mobility Network, que la plupart d'entre vous connaissent, puisque la plupart d'entre vous êtes membres de l'une des quatre organisations qui composent le réseau. Donc, comme c'est indiqué sur la gauche de la slide, c'est un réseau qui a été mis en place à Bruxelles en 2019, donc depuis un certain nombre d'années maintenant, qui est composé de quatre entités fondatrices qui regroupe plus de 1500 membres aujourd'hui, dont une grande partie de PME, et qui couvre 7 régions. Donc en termes d'agenda aujourd'hui, c'est un agenda donc, qui est assez simple finalement. Caroline, donc, qui est la directrice générale de l'association AENEAS, qui est l'une des 3 associations qui portent le partenariat TÜV-JU avec la Commission européenne. Donc, présentera le work programme et les différents. Alors, il y a une petite coquille sur la slide, mais je mettrai à jour sur la présentation qui vous sera envoyée a posteriori. Vous présentera le work programme 2025 et plus particulièrement la partie ECS, même si les deux parties seront abordées. Donc, des calls CHIPS JU, donc qui financent un certain nombre d'actions de recherche et d'innovation pour les semi-conducteurs, avec cette année une spécificité, plusieurs focus topics, donc des calls plus spécifiques, sont verts et aborderont des sujets qui peuvent intéresser les acteurs de l'automobile. C'était déjà le cas les années passées, mais cette année, peut-être encore un petit peu plus de budget qui est fléché vers les acteurs du secteur automobile, avec notamment des sujets comme le software defined vehicle. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison qu'on organise ce webinaire en tant que réseau qui regroupe majoritairement évidemment des acteurs de ce secteur. Donc voilà, c'est tout pour moi en termes d'introduction. Caroline, je vous laisse prendre la main pour commencer votre présentation et je reprendrai ensuite la main pour prendre vos questions, puisque, comme vous le voyez sur l'agenda, on s'est gardé un petit peu de temps pour répondre à vos questions voilà, vous donner des éléments complémentaires à la présentation, à la présentation de Caroline. Vous êtes en mute, Caroline. Je disais merci beaucoup Mathieu. J'ai rassemblé moi-même, j'ai préparé moi-même quelques slides pour que ce soit le plus digeste possible, mais j'enverrai après aussi les présentations qui ont été faites pendant le Brokerage Event mardi et mercredi sur les deux parties des calls 2025 de ChipCU. J'ai pas prévu de représenter à Eneas le rôle des associations, etc. Puisqu'on avait fait un séminaire, alors c'était peut-être plutôt pour les gens de Next Move en particulier, où j'avais déjà un petit peu expliqué tout ça, mais je pourrais répondre à des questions, éventuellement récupérer quelques planches s'il y a des questions. Voilà. Donc, je voulais juste remettre le ChipsGU dans son contexte. Donc, le ChipsGU, il a été promulgué dans le cadre du EU Chips Act, qui a lui-même été, qui est devenu
une Council Regulation, ça devait être en septembre 2023. Et en fait, avant, il y avait KDT, Key Digital Technologies, qui est devenu CHIPS Joint Undertaking par l'adjonction d'un nouveau pilier qui s'appelle Chips for Europe Initiative. Et ce pilier, il vient directement de ce schéma en haut à gauche qui est le EU Chips Act. C'est un acte en 3 piliers. Un premier pilier qui s'appelle donc Chips for Europe Initiative, qui est principalement R&I, infrastructure, et avec une petite partie financière qui est un Chips Fund. Il y a un pilier 2 qui est pour ils appellent ça Security of Supply pour de première ligne de fabrication de techno qui ne seraient pas déjà fabriqués en Europe. Et un pilier 3 qui est plus de régulation sur la détection, la prévention et la mise en place de dispositifs au niveau des États s'il y a des crises ou des pénuries de certains composants comme il y a pu y avoir au moment de la Covid ou après, notamment pour l'automobile. Donc ce CHIPS EU, il remplace et il élargit largement le KDT-GU à la fois en termes de scope et de budget. Le budget CHIPS GU c'était 1,8 milliard et le budget CHIPS c'était 4,175 milliards. Donc c'est plus que le double. Et je vous donnerai un peu de détails sur le tableau qui est à droite. Sachant que ça, c'est le budget côté commission, mais qu'il est attendu que les États participants mettent le même niveau de financement. Donc 1,8 fois 2, ça fait déjà 3,6. Et comme il y a un reste à charge pour l'industrie, notamment les grands groupes ne sont jamais financés à 100% dans ces programmes, ça veut dire qu'en gros, on estime le programme global à peu près un programme de 100 milliards d'euros de dépenses. Et il est donc soutenu, c'est pour ça qu'on parle de participating states et non pas de member states. Il est soutenu par les 27 États membres, mais 3 pays associés, Israël, la Turquie et le UK. Donc dans la partie droite du slide, vous voyez les budgets. Donc c'est une matrice. En verticale, vous avez les 2 parties dont j'ai parlé, la partie Chips for Europe et la partie ECS. Donc la partie ECS, rien de très nouveau puisque c'est en gros la continuité de KDT-GU, sauf que là il n'y a plus qu'1,3 milliard au lieu d'1,8 milliard d'avant, sachant que donc il y a eu des arbitrages et des transferts d'une enveloppe à l'autre. Et donc dans le Chips for Europe Initiative, il y a 2 sous-enveloppes. Une aussi de R&I où on retrouve les fameux 500 qu'on a perdus dans l'ECS, mais qui ont été boostés puisqu'il y a 1,4 milliard maintenant. Et une partie Capacity Building qui fait 1,4 milliard aussi, mais qui est distincte parce qu'elle est financée non plus par Horizon Europe, mais par Digital Europe Programme. Donc en fait, la Commission a pioché dans les enveloppes existantes, puisqu'elle n'a pas réinjecté de nouveau de cash, dans le sens que ça faisait déjà partie de ce multi-annuel framework, Financial Framework, qui dure 7 ans. Donc on est dans la période 2021 à 2027. Et quand ils ont fait ce CHIPS GU et le CHIPS Act en 2023, les enveloppes, elles étaient déjà existantes. Donc c'était plutôt des réattributions que vraiment de l'argent nouveau. Moyennant quoi, c'était de l'argent qui a été réattribué aux CHIPS au regard de leur importance stratégique pour l'Europe. Donc c'est comme ça qu'on arrive à un programme total de 4,175 milliards. Et je vous ai indiqué en bas le lien sur le site de la CHIPS GU. S'il y a des questions, vous levez la main, vous ouvrez votre vidéo, sinon je continue. Alors, en fait, donc voilà en gros les sujets de ces calls, sachant que les calls ne sont pas encore complètement officiels, puisque leur date d'ouverture, ça devrait être le 8 mars. Donc, ça ne va pas changer notoirement, mais il peut y avoir 3 virgules ou quelques mots dans le contenu du texte des appels qui peut encore évaluer. Jusqu'à ce matin, on en parlait encore avec la GU Office. Donc les documents actuels sont encore provisoires.
Donc, dans la partie ex-KDT, donc ECS Calls, il y a un budget de l'Europe de 231 millions d'euros, avec un niveau équivalent attendu des États, avec toujours deux parties, comme on a toujours eu l'habitude dans KDT, tout ça c'est vraiment comme KDT, une partie globale IA, Innovation Action, et une partie globale RIA, Research and Innovation Action. Les deux sont, comme tout le reste d'ailleurs de tout ce qui est RNI, basés sur l'ECS, Strategic Research and Innovation Agenda 2025. Je peux vous montrer un slide là-dessus s'il y a des questions, mais c'est le document, la roadmap de référence, et toute proposition doit s'inscrire dans cette roadmap et faire référence à tel ou tel chapitre pour pouvoir être éligible. C'est un point de départ important à mentionner. Donc ça, c'est des calls à bottom-up basés sur cette roadmap. Après, il y a des sujets plus spécifiques sur lesquels on met l'accent parce qu'on voudrait vraiment qu'il y ait des projets dans ce domaine. C'est à ça que servent les Focus Topics. Et donc, cette année, les Focus Topics sont principalement dédiés à l'automotive. Un sur RISC-V, Automotive Hardware Platform, et un autre sur AI, ACT, Method and Tools for Engineering Automation. Et puis, dans la continuité de ce qui avait été fait en 2024, où on avait fait un call joint avec la Corée, on continue sur les calls joints avec des pays non européens, mais qui ont un intérêt en termes de collaboration pour certaines technologies par rapport à l'Europe. Et donc, on envisage cette année de lancer un call avec le Japon. Et pour préparer ce call, on a lancé une CSA. Enfin, on va lancer une CSA. CSA, c'est une toute petite chose. Ce n'est pas un projet de RNI. Donc, c'est ni un IA, ni un RIA. Un CSA, c'est Coordination and Support Action. Et c'est plutôt, comme son nom l'indique, pour soutenir un écosystème et essayer de définir le contenu des calls qui seront lancés avec le Japon. Et je vous montrerai dans le slide suivant le détail de tous ces calls. Je vais aussi rapidement mentionner donc la partie nouvelle, la partie Chips for Europe Calls, où il y a un budget de 442 millions d'euros, dans lequel vous voyez tous les nouveaux éléments introduits par la Commission dans le Chips for Europe. Donc, il y a des calls pour les digital platforms, pour le quantique, pour des accélérateurs. Alors ça, c'est un nouveau dispositif que les trois associations nous avons introduit en début 2024. Sachant que vous avez dû entendre parler, vous devez même savoir qu'il y a des lignes pilotes, pilot lines, dans les premiers calls, donc les calls 2023 de la ChipsEU. Ces lignes pilotes, elles ont été sélectionnées, elles en sont au stade plus ou moins avancé, mais le Grant Agreement est soit déjà signé, soit dans le tuyau. Mais ce sont des lignes pilotes uniquement RTO, Research and Technology Organizations. Et donc, on a estimé que pour qu'il y ait un transfert rapide de ces lignes pilotes vers la production industrielle, il fallait qu'on crée le concept d'accélérateur, qui sont en gros des projets portés par les industriels et raccrochés à ces lignes pilotes RTO pour s'assurer que le transfert du lab à la fab soit le plus rapide et efficace possible. Et puis, juste un commentaire, donc il y a 2 fenêtres d'ouverture et de fermeture des calls cette année. Et donc, tous les calls, qui soient CS ou Chip for Europe, vont être synchronisés avec l'une ou l'autre de ces 2 fenêtres. Ça, c'est important en termes de process et aussi pour solliciter les experts évaluateurs de manière efficace et en 2 fois. Donc là, je vous détaille un petit peu le contenu des calls donc pour la partie ECS, pour vous retrouver en bas les 231 millions d'euros. Alors, je vais commencer par celle du bas, parce que c'est la plus facile, la CSA, dont je vous parlais pour définir un programme avec le Japon. Vous voyez, c'est un petit budget, entre guillemets, c'est 1 million d'euros. C'est uniquement financé par la Commission européenne, les États ne participent pas là-dedans. La partie japonaise, quand il y en a après, donc là, il n'y a pas de Japon là-dedans, mais la partie japonaise de son côté fait sans doute la même chose.
Et les calls après seront financés pour l'Europe par la Commission et pour le Japon par leur ministère de la Recherche et de l'Industrie. Donc ça, c'est un petit projet. Il y en aura un dans ce call. Donc ce sera un projet qui fera 1 million, qui sera retenu dans le call, qui fera 1 million d'euros. Et ce sera ouvert le 8 juillet pour un deadline direct FPP le 17 septembre. Si je remonte, donc la ligne au-dessus, c'est le Global Call pour les Research and Innovation Action. 40 millions d'euros, donc basé bottom-up sur le Strategic Research and Innovation Agenda 2025. Et traditionnellement en 2 étapes, ça ouvrira le 4 mars, deadline PO le 29 avril, deadline FPP le 17 septembre. Vous voyez que les échéances sont très courtes. C'est pour ça qu'on a essayé d'informer les communautés le plus en avant possible, sachant que de toute façon les calls dans ces Global RIA, c'est toujours un peu voilà, le SRIA, donc la roadmap, elle évolue tous les ans, mais c'est des évolutions, c'est pas complètement nouveau. Et donc, ça permet que vous prépariez les projets le plus longtemps à l'avance. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'étiez pas du tout mûr sur un projet, faut quand même commencer et ce sera pour les calls 2026. Vous avez toutes les chances de pouvoir le soumettre aussi en 2026. Je dirais la même chose pour le call tout en haut, pour le IA, Global Call IA, avec 70 millions d'euros, mêmes échéances, hein, 4 mars, 29 avril, 17 septembre. Un budget un peu plus conséquent parce que souvent les projets Innovation Action sont des projets plus gros, avec davantage de partenaires, des TRL un peu plus élevés, et d'où le budget un peu plus élevé. Et puis les 3 lignes entre ces 2 IA, Andria globaux, ce sont des lignes qui sont intéressantes pour la communauté FAMN, NextMove, etc. Parce que ce sont des lignes un peu spécifiques pour l'automotive. Donc c'est intéressant de voir que sur 231 millions d'euros, il y en a quand même plus de la moitié qui est vraiment marquée et destinée à des acteurs de mobilité et d'automotive. Et donc là, il y a différentes lignes. La première ligne, c'est un sujet un peu à part qui est en one stage, donc 4 mars FPP, 29 avril, pour un sujet, donc pour 20 millions d'euros sur Heterogeneous Integration for High Performance Automotive Computing. Et les 2 autres appels, c'est donc ce qu'on appelle des focus topics, sur lesquels, donc, comme je vous le disais, la Commission voudrait vraiment voir des projets émerger. Et donc il y a une grosse enveloppe de 80 millions d'euros sur le sujet RISC-V Automotive Hardware Platform. Donc là, on s'attend à voir une grosse proposition qui rassemblera le maximum d'acteurs du domaine. Et puis, une deuxième ligne de Focus Topic, donc Focus Topic 2, aussi en 2 étapes, mêmes échéances, sur AI Assisted Method and Tools for Engineering Automation. Et en plus, là on ne le voit pas parce que le titre était trop long sinon, mais c'est très orienté SDV, donc Automotive Software Defined Vehicle. Voilà. Et là, il y a 20 millions d'euros. A priori, on ne sait pas de quoi ça va être fait, mais on s'attend à un gros projet dans chacun de ces, donc un très gros pour la première ligne, et un assez gros qui consommerait les 20 millions d'euros dans le deuxième focus topic. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vois qu'il y a une question de Philippe qui demande si on aurait une deuxième fenêtre similaire, donc avec des calls automotifs similaires en 2026. Est-ce qu'on le sait déjà? Est-ce qu'on l'anticipe? Alors, honnêtement, je pense pas. Ce sera plus aussi gros. Déjà, sur les 2026-2027, c'est les fenêtres, c'est les 2 dernières années du programme, comme je vous le disais. Et on a cette année consommé une énorme partie du budget restant pour la partie ECS. Donc, si tout ça, si les 231 millions sont consommés, l'an prochain,
On s'attend à avoir un budget pour la partie ECS d'à peu près 160 millions d'euros et la même chose en 2027. Donc déjà, l'enveloppe globale sera plus faible. Et comme il y a quand même euh, un énorme focus cette année sur l'automotive, a priori non, l'an prochain, il n'y aura pas de focus automotive, a priori. On est en train de travailler déjà sur la définition des sujets de focus topic pour l'an prochain. Par contre, tous les sujets automotifs sont toujours les bienvenus dans les parties globales IA ou RIA bottom-up. Ils sont toujours dans la roadmap RIA, donc ils seront toujours dans celle de 2026, et ils sont toujours éligibles, mais ils n'auront pas un focus topic et donc pas une enveloppe prédéterminée. Donc c'est maintenant que c'est important de rejoindre un consortium si vous avez des idées de projets. Pardon, je vais trop vite. Alors là, c'est un grand slide. Bon, c'est juste pour vous dire tout ce qui se passe du côté Chips for Europe, donc le gros montant de 442 millions d'euros que je vous ai mentionné. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le détail des calls parce que c'est très spécifique, mais en gros, il y a toute une première partie, toutes ces lignes de call for tenders jusque low power edge AI chips qui sont plus... Non, je pense que low power edge AI chips, c'est encore un... Je me suis trompée là. Il y a, enfin, toute la première partie jusqu'au CSA, c'est pour les design platforms. Après, il y a cette ligne de 20 millions d'euros pour les low power edge AI chips, qui est un call aussi un peu spécifique en one stage. Vous voyez, les dates selon les cas sont soit au 4 mars, soit au 8 juillet. Donc la première ou la deuxième fenêtre de tir dont je vous ai parlé. Il y a même des calls là-haut dont on ne sait pas si on va vraiment pouvoir les ouvrir cette année, mais l'idée, ce serait que ceux où il y a timeline to be defined, probablement ce sera le 8 juillet, mais ça c'est encore à définir. Je vous ai parlé d'accélérateurs tout à l'heure, il y en a deux dans le tuyau. Un qui est pour du Strand SOI, donc c'est le Digital GU Chips SG Strand SSOI, qui va être ouvert en juillet en one stage avec une deadline en septembre, 30 millions d'euros. Et puis il y a un autre Lab to Fab qui n'est pas encore aussi mûr, mais qui pourrait être ouvert cette année sur du chiplet integration et heterogeneous integration pour 50 millions d'euros. Si ça passe pas cette année, ce sera reporté en 2026, mais les 50 millions d'euros ne seront pas perdus. Et puis, tout en bas, vous avez trois calls sur le quantique. Alors, sur le quantique, c'est un nouveau dispositif aussi, comme toute cette Chips for Europe part, avec des mécanismes qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans KDT, des mécanismes avec des Framework Partnership Agreements qui permettent de choisir un consortium, et après, des spécifiques Grant Agreements, mais qui ne sont plus ouverts à tout le monde, mais seulement au consortium du FPA. Donc la première phase FPA qui n'a pas de budget, elle est ouverte et elle permet de définir un consortium. Et après, les SGA sont des restricted calls aux partenaires prédéterminés qui peuvent tous ou seulement une partie répondre aux appels. Donc comme l'objet n'est pas aujourd'hui le quantique, je vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Je voulais juste passer quelques messages. Donc d'abord un disclaimer que c'est encore une information préliminaire, surtout pour les calls de juillet, parce que comme vous avez vu, il y a encore des to be defined à droite à gauche dans mon tableau précédent. Et c'est des choses sur lesquelles il y aura des évolutions avec des avenants au work programme fait par le governing board. Il y a des avenants parce qu'en fait, on a un work programme global et chaque fois qu'on change quelque chose dans une année, on fait un avenant au work programme global. Alors, c'était quoi la question? C'était trop rapide, j'ai pas eu le temps de la lire. C'était sur... Dans le chat, c'était où ça? Je l'ai pas vu, pardon. Et Pardon, il y j'avais a le un micro coupé. estimé La, pour la le... question, la question, c'est est-ce qu'on a une date estimée pour l'ouverture et la fermeture du call RIA SUP parmi les calls de l'initiative, les calls initiatives, donc ceux qui étaient Alors, présentés il y juste a avant. SUP.
Alors, ce que je vous disais, c'est que ça, c'est pas encore sûr, mais ça devrait être en juillet. Tous ceux où il y a to be defined, ce sera plutôt juillet. Je sais que comme cette partie, justement cette ligne-là, vous voyez que c'est un énorme montant hein, de 120 millions d'euros pour l'accès à des startups et des PME. Il y a la difficulté, c'est le côté un peu régulation et légal de l'écriture du texte de ce call, des modalités d'accès, des restrictions ou non d'accès. Euh, c'est pour ça qu'il n'est pas encore finalisé, mais a priori, on devrait y arriver pour le 8 juillet. Alors, je vous dis 8 juillet, mais ça peut être le 5, ça peut être le 6, c'est la target, mais un jour ou deux près, on n'est pas absolument sûr. Mais oui, tout ce qui est là dans ce tableau avec to be defined, ça ne va pas être possible pour le 4 mars, ce sera plutôt pour le 8 juillet. Alors, donc ce que je disais, donc comme vous le voyez aussi d'après ces deux tableaux, les calls ECS, ils sont assez clairs, les Chips for Europe sont moins clairs aussi, euh, parce que c'est nouveau tout simplement et que ça nécessite pas mal d'itérations. Ce qu'on appelle la date d'ouverture, donc quand je vous parle du 4 juillet ou du 8 mars, c'est la date à laquelle le portail pour soumettre est ouvert. Mais quelque part, ça nous est un peu égal. La seule chose qui est importante, c'est qu'à cette date-là, plus rien ne peut changer sur le call. Mais en fait, les calls, ils sont déjà publiés sur le site de la ChipsGU. Vous voyez déjà des éléments. On a fait donc le brokerage cette semaine, mardi et mercredi à Bruxelles, pour déjà aider les potentiels porteurs de projets à réunir un consortium autour de leur idée de projet, etc. Donc, on fait du travail en amont. Et donc, là aussi, pour les Chips for Europe, j'ai mis un petit peu plus de commentaires. Mais bon, on va passer rapidement, vous les aurez. Sur le quantique, juste une remarque. La commission, en fait, a identifié 6 technologies. Cette première année, avec les calls SGA, il y en aura probablement 3 ou 4 qui vont donner lieu à des projets. Et donc, on pense qu'il y aura d'autres calls en 2026 pour les autres technologies qui n'auront pas encore été servies par des projets. Parce que globalement, ce qu'on a compris, c'est que la Commission avait a priori préalloué à peu près 200 millions d'euros sur le quantique sur les années 25, 26, 27. Et donc, comme vous l'avez vu, là, sur ces 200, ils ont engagé pour le moment seulement 70. Ça veut dire que dans les budgets des années prochaines, il y aura les 130 millions. Donc probablement, ça va être 70, 70, 60 ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, je vous remets les dates. Donc ECS 4 mars, 29 avril quand c'est en PO et sinon c'est la FPP. Et FPP deadline quand c'est en 2 étapes, 16 septembre. J'avais remis des commentaires sur la partie Chips for Europe, mais on va peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Voilà, je voulais juste donc vous rappeler rapidement notre rôle là-dedans. C'est mon dernier slide, donc on va pouvoir être dans les temps. Donc, à quoi on sert dans le ChipsGU? C'est un partenariat tripartite, industrie, commission et États participants. La commission et les États financent et l'industrie fait le travail de R&I. Comme c'est toute l'industrie européenne et que ça faisait beaucoup de monde à mettre autour de la table, il a été décidé que c'était des associations industrielles qui représentaient les intérêts des industriels. Et donc Aeneas est une de ces 3 associations. Nous sommes basés en France. L'autre association qui s'appelle Inside est basée aux Pays-Bas. Elle a plus à l'origine un focus, je dirais, software, embedded system, cyber physical systems. Et la troisième, EPOS, est basée en Allemagne et plus à l'origine smart systems.
et intégration. Nous, Eneas, à l'origine, on était très micro-nano et chips. Donc, on est quand même le cœur je dirais, de métier de ce chips TU. Mais on couvre maintenant toute la chaîne de valeur des matériaux jusqu'à l'application. Donc, toute la chaîne de valeur est bien représentée à la fois parmi nos membres et à notre board. Ce qui nous permet, et on est la plus grosse des trois en termes de participation de nos membres dans le programme CHIPS. Et donc, ça permet de bien représenter les intérêts de la communauté devant la Commission et les États, sachant qu'au Governing Board, on a un tiers des droits de vote sur la partie ECS, donc on peut bloquer puisque les décisions doivent être prises de préférence à l'unanimité et sinon au minimum à 75%. Donc avec un tiers des votes, les trois associations ont une possibilité d'influencer et en tout cas de bloquer, qui est très importante à connaître, puisqu'on prend quand même des décisions sur le work programme, donc sur le contenu des calls, que ce soit les calls bottom-up avec notre SRIA ou dans les focus topics, et sur les budgets alloués. Et notamment la définition de tout ce qui va être financé. Et puis, on organise ou on co-organise avec nos collègues des autres associations des événements. Donc, je vous ai déjà mentionné plusieurs fois ce brokerage event qui était mardi et mercredi à Bruxelles pour pitcher des idées de projet et former des consortiums autour. On fait régulièrement des workshops sur des sujets spécifiques, notamment soit des sujets un peu nouveaux, soit pour aider à définir le contenu des focus topics. Et puis, on a un événement annuel un peu plus stratégique qui a lieu donc en général vers fin novembre ou début décembre, qui s'appelle FX, European Forum for Electronic Components and Systems, qui pourrait être cette année, mais tout ça c'est encore des dates très 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 préliminaires, qui pourrait être le 3 et le 4 décembre. Je ne sais pas encore où, on est en train de consulter, on a envisagé l'Espagne, Malte, la Finlande, enfin voilà, c'est pas forcément à Bruxelles cet événement-là, ça peut bouger. Autrefois, on suivait la présidence de l'Union européenne, maintenant on ne le fait pas systématiquement, ça dépend des années. Et si vous avez besoin de questions, je suis toujours à la disposition de tout le monde, enfin en tout cas de nos membres. Très facilement, mais même les non-membres, je réponds volontiers à des questions, puisque on est une association qui est vraiment à but non lucratif et qui a pour mission de soutenir cette recherche et développement collaborative européenne dans le domaine des composants et systèmes électroniques. Et donc, le plus on peut faire bénéficier l'écosystème au sens large de notre aide, mieux c'est. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre juste le slide sur le Strategic Research and Innovation Agenda. Je l'ai dans un autre paquet, mais voilà, je peux le remettre juste en fond d'écran au cas où. Je sais que je l'ai préparé quelque part. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être intéressant. Et peut-être en Voilà. attendant, j'ai vu qu'il y avait eu une question de Philippe dans le chat qui, je pensais, assez critique pour l'ensemble des potentiels participants français. Oui. Alors, j'ai pas L'engagement regardé le financier de chat. l'État français, est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à savoir en préparant Alors, sa proposition? Combien de pourcents apporte l'État français sur le coût total du projet? Est-ce qu'il y a des spécificités selon le type d'entité? Est-ce qu'il y a un plafond de budget par projet, un plafond total? Voilà. Est-ce alors, qu'il y a des ça, il y a éléments? déjà ce genre de contraintes de la partie déjà dans le call de base. C'est pas spécifique à un pays, mais vraiment dans le call de base, il y a un nombre, selon la ligne, il y a un maximum de partenaires, un maximum de pourcentage alloué à un seul partenaire du consortium, etc. Donc ça, vous l'avez dans le texte du call de la commission. En plus de ça, il y a effectivement des annexes pays par pays qui peuvent donner des indications ou des contraintes supplémentaires. On ne connaît pas encore les engagements des pays cette année sur le call. Donc je ne sais pas vous répondre encore. En principe, c'est en train de se préparer et ça devrait être publié en même temps que l'appel définitif, donc le 4 mars.
Après, l'État français a souvent été un peu en retard et il y a eu des années où ils n'ont donné leur budget qu'au mois de septembre. En fait, ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est d'aller présenter déjà vos idées de projet à la DGE. Hein, le représentant de la France dans le Chips EU, c'est Arnaud Ritou. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Allez le voir, parlez-lui de votre idée de projet, voyez ce qu'il en pense. Il vous donnera de bons conseils et vous saurez s'il a une chance ou non d'être soutenu. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord, très clair. Et donc, en règle générale, en tout cas, c'était le cas pour les appels de l'an dernier. Donc, il y a un document Oui, sur le site de la ChipsJU, un document PDF qui recense page par page l'ensemble des conditions pour chaque État membre spécifique, ce qui vous permet, si vous portez un projet, d'aller vérifier pour chacun de vos partenaires, finalement, quelle somme pourra potentiellement être mise ou quelle portion du coût du projet enfin, pour le coût spécifique du partenaire pourra être anticipé dans le budget de votre projet. alors ça va même au-delà de ça, Mathieu, si je peux me permettre, parce qu'il y a des pays, et je pense notamment à la Suède, qui ont des contraintes en plus compliquées parce que par exemple, un seul partenaire, enfin, une seule organisation ne peut pas avoir plus qu'un certain montant. Alors, si c'est sur plusieurs projets, ça peut passer pour un projet, puis il en reste plus assez pour le deuxième, parce que c'est cette entité et qu'elle est en Suède. Donc, c'est aussi important que tous les autres partenaires du projet aillent dans leur pays respectif voir leurs autorités pour vérifier les conditions d'éligibilité, etc., surtout quand ils sont dans plusieurs projets. Merci Voilà. pour le complément. J'ai peut-être une... S'il n'y a pas Excuse-moi. d'autres, je vois que Philippe a ouvert son micro. Philippe, je ne sais pas si vous aviez un complément de question. Oui, Oui, allez. j'ai une question complémentaire là, liée à la France, enfin, c'est juste pour confirmation. Ce que je comprends dans ce cadre de ces appels, c'est que au-delà de la proposition qui est faite, ensuite faudra refaire un dossier auprès du financeur DGE, BPI pour dans le cadre comme ça se faisait avant sur des démos pour avoir le financement côté français. Ça, c'est à vérifier aussi avec eux. D'accord. Dans beaucoup de pays, il y a effectivement, il n'y a pas qu'en France, hein, dans beaucoup de pays, ils redemandent des compléments au niveau du sous-consortium national. En fait, l'idée, c'est qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait un RTO dans un pays qui se fasse manger toutes ses compétences par des industriels d'un autre pays. On a beau être en Europe, il y a encore une dimension nationale. Donc, les États aiment bien avoir une idée de leur consortium, du sous-consortium d'un pays. Et d'ailleurs, c'est bien d'aller les voir, pas forcément tous, ça dépend de la taille, bien sûr, du sous-consortium, mais à deux ou trois, c'est aussi intéressant. Merci beaucoup pour le complément. S'il n'y a pas d'autres Merci. questions dans l'instant parmi l'audience, moi j'avais peut-être une question relative aux deux focus topics automotive qui ont été présentés Mhm. juste avant. Vous avez dit, Caroline, qu'il était attendu un seul projet, un seul gros projet pour chacun de ces focus topics. Donc cette semaine, on avait le ICS Brokerage Event, il y a un certain nombre de choses qui ont été pitchées. Voilà, est-ce qu'on s'attend aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà plus ou moins une visibilité sur qui sera dans ce gros consortium? Est-ce qu'il est déjà en place? Est-ce qu'il y a déjà des acteurs spécifiques vers lesquels potentiellement les acteurs parmi l'audience et parmi notre réseau qui seraient intéressés à apporter quelque chose sur ce topic pourraient se tourner? Ou est-ce qu'on s'attend à une compétition entre plusieurs gros consortiums? Ou est-ce que vraiment on sait que tout le monde sera à bord du même et qu'il faut vraiment aller prendre contact avec ces acteurs spécifiques? Là, je ne peux pas vous répondre de manière
sûr, parce que c'est plus ma vision. C'est ce que je vous ai dit, c'est que je pense qu'il y aura un gros projet dans chacun. Mais on n'est pas à l'abri de deux équipes qui finalement viennent se concurrencer pour répondre dans le focus topic. Euh, Après, moi, je connais certains participants potentiels dans l'un ou l'autre. Bon, je ne vais pas les dénoncer comme ça, c'est des acteurs, des usual suspects du domaine. Si vous avez besoin d'être mis en contact, vous pouvez toujours me faire un petit mail. Et moi, je leur demande, je leur dis, voilà, telle société, tel partenaire potentiel serait intéressé. Est-ce que tu veux bien lui parler? Avec RGPD, je ne peux pas faire mieux que ça, mais je peux servir un peu d'intermédiaire. D'accord, très clair, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'ai peut-être une deuxième question de mon côté également. Là, ce serait plutôt relatif au process en tant que tel de candidature sur les chips GU, notamment sur les appels global, donc les appels bottom-up. Oui, il y Euh, a. Mhm. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est structuré avec un PO, donc Project Outline, et une full proposal donc en fin avril et en septembre. Quand on regarde un petit peu le détail au niveau du work programme, on se rend compte que finalement, en termes de limite de page sur sur Project Outline, on est quand même au-delà de simplement un résumé de quelques pages des grandes lignes. Il me semble qu'il est spécifié un maximum de 60 pages pour Oui, chacune des grandes sections de la part B. Donc, ce qui peut potentiellement représenter un niveau de détail assez conséquent et un travail assez conséquent aussi pour le consortium qui préparera cette première étape de la proposition. Ma question, c'est finalement quel est le niveau de sélection à ce stade? Quelles sont les attentes des évaluateurs et les attentes de la ChipGU et des jurys à ce stade? Est-ce qu'il est recommandé de mettre énormément d'efforts sur les semaines à venir pour préparer une proposition qui sera déjà à ce stade de première étape extrêmement solide, pour ensuite faire simplement peut-être des ajustements à la marge en seconde étape pour septembre si cette première étape est passée avec succès? Ou alors est-ce qu'il est plutôt conseillé de peut-être mettre un petit peu moins d'efforts sur cette première étape parce que finalement, seul le potentiel in fine de la proposition sera évalué et dès lors qu'un potentiel de bonne proposition sera perçu de la part des évaluateurs, la proposition passera en deuxième étape et cette fois-ci, donc, les coordinateurs et les membres du consortium auront plus de temps pour préparer une proposition plus longue. Voilà, quel est l'équilibre à trouver en termes de répartition de l'effort pour les gens qui prépareront une proposition? alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les 60 pages, c'est un maximum. Et en fait, pourquoi il y a ce maximum? Parce qu'il y a eu des projets, il y a parfois des projets très gros, avec 15, 20, il y a même maintenant une limitation en nombre de partenaires, parce qu'il y a eu des projets par le passé à 80 partenaires. Quand vous avez 80 partenaires, rentrer dans 60 pages pour un PO, c'est déjà très, 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 très difficile en fait. Donc ce maximum, il est au contraire pour vous obliger à à bien condenser. Mais c'est sûr qu'entre un projet à 60 partenaires, mais mettons 50, je crois que maintenant il y a un maxi à 50, et un partenaire à 15, vous n'avez pas besoin d'autant de pages. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, c'est une compétition et vous avez vu que les budgets ils sont pas très gros, hein, 40 millions pour le RIA et 70 pour les IA. Ça veut dire que ça va être une compétition féroce et il faut vraiment que ce soit une excellente proposition dès le début. Vous avez tous les critères je vais repartager avec vous, j'ai été chercher voilà. Vous avez ces critères-là, vous voyez sans doute mon écran.
je sais même plus de quel call il s'agit, mais peu importe, à chaque fois vous avez ça, les critères d'excellence, d'impact et de qualité and efficiency of the implementation, avec à chaque fois donc un poids par rapport aux deux autres, hein, donc 1, 1,5 et 0,7, et un minimum, un threshold à 3. Donc il faut avoir en gros au moins 3 dans chacun de ces critères, et après il faut avoir au moins 10 sur 15, hein, donc c'est les deux tiers, pour être éligible. Et quand il y a beaucoup de propositions, la proposition à 10,5, elle aura zéro chance par rapport à celle à 14,5. Parce que quand on arrivera, après, les évaluateurs, ils vont donner un ranking des propositions. 14,5, 14, 13,5, ils vont être retenus et financés. Et puis en dessous, ben, il n'y aura plus de budget. Soit du côté Union européenne, soit dans les pays des différents participants. Donc, que le meilleur gagne. En gros, c'est ça. Donc, il faut que la proposition soit d'excellente qualité dès le début. En plus, entre PO et FPP, on vous demande des choses en plus dans le FPP, qui ne sont pas forcément déjà demandées dans le PO. Donc, à chaque fois, il faut vraiment avoir une très bonne proposition, en fait. Et après, une autre remarque, parce que j'ai eu plusieurs fois la question, en ranking, quelquefois, il y a quand il est publié et que les gens le sachent, il y a des propositions qui sont très proches, dont on voit que l'une qui était un tout petit peu mieux rankée que l'autre ne passe pas, alors que l'autre passe. C'est pas de la triche, c'est souvent lié aux différents pays concernés. Si les 3 premiers projets vont assécher tout le budget dans certains pays et que le 4e demande le budget de ces pays-là et qu'il y en a plus, ce projet-là, il ne sera pas finançable, ou en tout cas pas finançable dans les pays. Alors que le 5e peut avoir des pays différents qui, eux, ont encore du budget. Donc, il y a aussi cet aspect, c'est pour ça qu'il faut vraiment être le mieux positionné dans l'évaluation des experts. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je vois des questions. Donc, si... Il y avait une question Ah supplémentaire oui, par rapport oui, au ben portail voilà, à c'est la utiliser pour trouver des réponse. partenaires. Je pense que j'y ai Oui, répondu en voilà, mentionnant très le bien. ICS Tool Oui, qui est un petit peu la référence pour ce programme spécifique, au-delà oui, tout à des fait. différentes choses assez génériques comme le FNT Portal qui, pour le coup, là on y trouvera peut-être des marques d'intérêt beaucoup plus génériques. Mais sur ICS Tool, si vous avez un membership dans une des 3 associations, vous y avez Ouais, normalement accès. Là, il y a ouais, oui, des pitchs de projets, des choses oui, très spécifiques, des intérêts très ouais, spécifiques qui sont oui. exprimés dessus. Et ça, c'est important à mentionner, c'est que ce n'est pas l'outil commission du tout, hein. C'est un outil des associations qu'on partage et dans lequel, notamment pour le brokerage, les participants pouvaient mettre leur idée de projet. Donc, effectivement, c'est un outil dans lequel vous avez toujours intérêt à aller regarder. Et puis après, comme je vous dis, vous m'envoyez un mail si vous avez une question vraiment particulière et que vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaise là-dedans et je verrai ce que je peux faire. Mais c'est un excellent outil pour commencer. Et si vous voulez devenir membre, donc puisque c'est un outil en principe à disposition de nos membres, les 3 associations, donc on avait donc notre site web et tout ça, vous pouvez aller regarder nos sites web. Euh, on a des conditions d'admission un petit peu différentes les uns et les autres. Mais sinon, après, quand vous êtes dans un projet, euh, on, on vous demande une contribution qui est à ce moment pour la partie ECS de 1,8% de l'aide obtenue. Donc c'est quand même très faible. Et si vous êtes membre de 2 ou 3 associations, on se partage ça se multiplie pas par 2 ou 3, ça se divise. Donc il n'y a pas de souci, vous ne paierez pas plus. Par contre, les conditions pour devenir membre dans les différentes associations ne sont pas forcément exactement les mêmes pour les PME, les grands groupes et les RTO. Moi, chez Aneas, j'ai fait très simple, c'est gratuit. Donc, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Voilà.
Très clair, merci beaucoup Caroline. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, on a encore quelques minutes pour les prendre. Sinon, je pense qu'on peut conclure. Ok, ben, moi je vous enverrai donc mon jeu de slides. J'enverrai aussi celles qui ont été montrées au brokerage. Comme ça, vous pouvez les partager si vous n'y étiez pas. Il y a plus de détails, mais il y a des choses plus larges, mais ça aurait été trop long et c'était pas les miennes, donc je voulais pas les présenter pour les autres. Mais je vous les enverrai et puis n'hésitez pas après. Très clair. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Je m'occuperai de l'envoi puisque j'ai accès directement à la liste des participants. Je m'occuperai de transmettre donc les slides de Caroline en plus des slides d'introduction. Et puis, évidemment, on reste à votre disposition avec Caroline pour répondre à vos questions s'il y en a par la suite. Merci encore et bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.